Des décennies d'immobilisme se brisent face à 3 années d'accélération, et le contraste paraît presque irréconciliable au premier regard. La rupture dérange parce qu'elle émane d'un pays parmi les plus pauvres, tandis que d'autres, mieux dotés, s'enlisent encore malgré ressources, experts et recettes importées. Que signifie pour vous un tel basculement lorsqu'il est associé à Ibrahim Traoré, et quand la logique décrite laisse penser qu'un modèle reproductible est en train de naître? Un horizon court s'ouvre pourtant assez dense pour montrer comment un point de départ peut reprogrammer la trajectoire entière d'une nation. Ce récit propose une promesse précise: comprendre comment une cohérence opérationnelle peut produire des effets mesurables en peu de temps, même dans un environnement fragile. L'enjeu pour le lecteur est clair: saisir ce qui transforme une succession de projets isolés en trajectoires lisibles et durables. Ici, il ne s'agit pas d'idéologie, mais de mécanismes concrets reliant besoins vitaux, usages quotidiens et résultats observables. L'approche portée par Ibrahim Traoré attire l'attention parce qu'elle expose un risque immédiat: l'échec d'un seul chantier clé peut refermer la fenêtre historique ouverte par l'accélération initiale. Nourrir, éclairer, soigner, loger ou financer deviennent alors des tests permanents de crédibilité. Si la cadence se maintient sans saturation institutionnelle, la dynamique peut s'ancrer. Sinon, elle peut se dissoudre aussi vite qu'elle est apparue. En 3 années seulement, 10 projets nationaux ont émergé comme une architecture cohérente plutôt qu'un alignement dispersé d'initiatives, ce qui constitue le premier indice mesurable du basculement observé. Cette accélération inhabituelle ne relève pas d'un hasard politique, elle résulte d'une mécanique volontaire qui a cherché à relier des secteurs longtemps fragmentés. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la transition a été structurée autour de 5 besoins vitaux: nourrir, éclairer, soigner, loger et financer, afin de remplacer une dépendance chronique par une chaîne interne capable d'absorber les chocs extérieurs. Avant ce virage, chaque domaine fonctionnait en silo. L'agriculture restait vulnérable aux importations, l'énergie demeurait irrégulière, les infrastructures médicales dépendaient de bailleurs extérieurs, le logement manquait de continuité et la finance se tournait majoritairement vers l'extérieur. Rien ne liait ces secteurs entre eux. La moindre rupture d'approvisionnement suffisait alors à désorganiser des milliers de familles et à ralentir des régions entières, créant une impression de stagnation permanente. La nouveauté tient dans le choix de relier les chantiers plutôt que de les traiter séparément. Une infrastructure appelle la suivante: transformer la production agricole impose une logistique fiable. La logistique requiert de l'énergie. L'énergie soutient la santé et l'éducation. La finance permet à l'ensemble de circuler. Lorsque les premiers bilans publics rendent ces enchaînements visibles, la dynamique devient lisible. La survie cesse d'être le moteur principal, remplacé par la construction progressive d'une autonomie fonctionnelle. Ainsi, la réponse à la question suspendue depuis l'ouverture se clarifie. Le basculement mesurable observé aujourd'hui provient d'une cohérence d'ensemble et non d'un projet isolé. Pour saisir comment une dynamique prend racine, il faut observer celles et ceux qui en manifestent les premiers effets concrets. Les infrastructures restent abstraites tant qu'elles ne modifient pas des usages précis. Ce sont donc des trajectoires locales, modestes, mais répétées, qui servent ici de fil conducteur. Elles montrent comment une décision nationale se traduit, ou non, dans la vie ordinaire. Le parcours de Mariam, ouvrière dans une unité de transformation agricole, illustre cette bascule silencieuse. Pendant des années, une partie des récoltes finissait perdue, faute de débouchés stables et de capacité locale de transformation. Désormais, chaque lot traité représente un revenu prévisible. Son travail gagne en reconnaissance, son horizon professionnel cesse d'être défini par l'incertitude d'un marché dépendant des importations. La chaîne productive devient lisible: produire, transformer, vendre, recommencer. Un second repère apparaît dans un village récemment électrifié. Un instituteur raconte que les cours du soir avaient disparu depuis longtemps, la lumière étant trop irrégulière pour maintenir une continuité pédagogique. Quelques semaines après l'installation solaire, ces cours ont repris. Les élèves arrivent plus tôt, restent plus longtemps, et associent l'apprentissage à un outil qu'ils perçoivent comme durable. L'impact n'est pas seulement technique, il modifie la perception de l'effort. Apprendre redevient un acte autonome, non conditionné à une aide exceptionnelle. À travers ces cas, un même mécanisme se dessine. Lorsqu'un outil fonctionne, il transforme l'usage. Lorsqu'il transforme l'usage, il renforce la confiance collective. Et cette confiance devient le premier effet mesurable d'une transition qui commence à s'ancrer dans le quotidien.
Tout part d'un choc simple et brutal. Un pays voit ses propres récoltes se perdre, tandis que les mêmes produits reviennent transformés depuis l'étranger, plus chers et hors de portée pour une partie de la population. Cette contradiction, longtemps tolérée, devient soudain intenable. Elle nourrit une indignation diffuse, puis un signal politique clair. Ibrahim Traoré capte ce signal et le transforme en méthode. Il impose une logique séquentielle. Produire localement, transformer sur place, relier les infrastructures et financer les usages afin de rompre avec la passivité accumulée. Le premier point d'activation apparaît avec une unité de transformation agricole dédiée aux excédents locaux. L'objectif n'est pas symbolique. Il s'agit de stopper une perte récurrente, de donner une valeur stable à des récoltes autrefois abandonnées et d'ancrer la production dans un calendrier lisible. Les fondations sont posées, les lignes installées, les coopératives structurées autour de volumes désormais prévisibles. Des emplois directs émergent, tandis que des milliers d'activités périphériques se stabilisent. Le marché interne cesse de s'effondrer sous la pression des importations. Très vite, cette première réussite appelle un second levier, la route. Relier les zones de production aux corridors commerciaux devient indispensable pour éviter que la valeur créée ne se dilue à nouveau. Les travaux avancent par sections, chaque tronçon réduisant les coûts logistiques et les délais critiques. Les produits circulent plus vite, arrivent plus frais et élargissent leur rayon de distribution. La route cesse d'être un simple axe de transit. Elle devient un outil de consolidation économique. L'énergie prend ensuite le relais. L'électrification de villages entiers modifie la temporalité sociale. Les hôpitaux abandonnent les solutions de fortune, les écoles prolongent leurs horaires, les ateliers fonctionnent en soirée. La nuit change de statut. Elle devient productive, sûre et organisée. Ce basculement temporel soutient directement que les infrastructures déjà engagées. L'eau s'impose comme le maillon suivant. En sécurisant le stockage et l'irrigation, elle introduit une prévisibilité agricole absente jusque-là. Les cultures vivrières gagnent en continuité, la santé publique en stabilité et les tensions saisonnières se réduisent. Enfin, la finance relie l'ensemble. En rapatriant l'épargne et en diffusant le microcrédit, le système financier interne irrigue les coopératives, soutient les petites entreprises et limite la fuite des capitaux. À ce stade, les maillons s'alignent. Produire appelle transformer, transformer appelle transporter, transporter appelle éclairer, et financer relie le tout. La mécanique change d'échelle. Elle ne dépend plus d'un centre unique, mais fonctionne par chaînes liées, capables d'amortir les chocs. Avant la réorientation engagée, moins d'un habitant sur six disposait d'un accès continu à l'électricité, un niveau qui maintenait écoles, ateliers et centres de santé dans une dépendance permanente à des solutions improvisées. En 3 ans, ce taux dépasse désormais nettement les 2/5 du territoire, marquant un changement de palier mesurable dans la continuité énergétique. Ce delta n'indique pas seulement une progression technique, il modifie l'usage collectif du temps. Les heures d'études s'allongent, les activités artisanales se prolongent en soirée et les services médicaux abandonnent les interruptions nocturnes. L'énergie devient ainsi un socle stabilisateur, capable de soutenir d'autres secteurs sans recourir immédiatement à des apports extérieurs. Un second indicateur concerne l'eau, ressource critique dans un espace sahélien soumis à de fortes variations climatiques. Avant la mise en service de nouvelles capacités de stockage, l'irrigation restait largement tributaire des saisons, exposant les cultures vivrières à des pertes fréquentes. Aujourd'hui, des dizaines de millions de mètres cubes peuvent être mobilisés de manière régulière, assurant une desserte stable à plusieurs centaines de milliers de personnes. Ce gain hydrique réduit la vulnérabilité agricole, améliore l'hygiène domestique et renforce la continuité sanitaire. Là encore, la donnée brute prend sens par l'usage. La prévisibilité introduite permet aux agriculteurs de planifier, aux ménages de sécuriser leurs besoins et aux autorités locales d'anticiper plutôt que de réagir dans l'urgence. Le troisième indicateur touche à la finance, longtemps resté hors de portée des circuits productifs locaux. Jusqu'à récemment, une large majorité de l'épargne nationale était placée à l'étranger, échappant presque totalement à l'économie réelle du pays. La tendance s'est inversée avec la réinternalisation progressive des dépôts et l'expansion d'un réseau bancaire de proximité. Des dizaines d'agences supplémentaires et des milliers de microcrédits diffusés ont permis de reconnecter l'épargne aux coopératives agricoles et aux petites entreprises rurales.
le changement n'est pas seulement comptable. Il se traduit par une capacité accrue à absorber les chocs, à financer des cycles courts et à réduire la fuite des capitaux. Pris séparément, ces trois chiffres pourraient sembler techniques. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. L'électricité élargit les heures actives, l'eau sécurise les rendements et la finance internalisée irrigue les initiatives locales. Chaque progression renforce la suivante, créant une chaîne fonctionnelle qui diminue l'exposition aux perturbations extérieures. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette logique quantitative devient un argument central. Elle montre que la souveraineté ne se proclame pas, mais se mesure dans la continuité des usages. Les données cessent alors d'être des bilans abstraits. Elles deviennent des repères opérationnels capables d'orienter les ajustements futurs sans rompre la dynamique engagée. Deux objections majeures reviennent lorsque l'on analyse la trajectoire engagée. La première affirme qu'un pays enclavé, disposant de ressources limitées et longtemps dépendant des importations, ne peut réduire durablement son exposition aux réseaux financiers et logistiques extérieurs sans compromettre sa croissance. Selon cette lecture, l'aide internationale et les circuits d'importation auraient constitué, pendant des décennies, la colonne vertébrale de la stabilité économique. Rompre avec ces appuis risquerait donc de fragiliser l'ensemble du système, en particulier dans un environnement régional instable. La seconde objection concerne le rythme même de la transformation. Elle soutient qu'une accélération trop rapide peut dépasser les capacités administratives locales, créer des goulets d'étranglement ou accentuer les inégalités territoriales. En multipliant simultanément les chantiers énergétiques, hydriques, agricoles et financiers, le pays s'exposerait à une surcharge institutionnelle, susceptible d'engendrer tensions locales, désorganisation ou perte de cohérence à moyen terme. Autrement dit, la vitesse deviendrait un risque en soi. Confrontées aux données disponibles, ces deux thèses se fissurent de manière progressive mais observable. La diminution sensible de l'aide extérieure n'a pas entraîné de contraction généralisée des activités productives. Au contraire, la stabilisation de la production locale et la capacité accrue de transformation ont permis d'absorber une partie des chocs, réduisant la dépendance aux importations alimentaires. Les flux ne disparaissent pas. Ils se réorganisent autour de circuits internes plus prévisibles. Concernant le risque de déséquilibre interne, les effets observés vont dans un sens inverse à celui redouté. Les infrastructures ne créent ni pas des îlots isolés, mais fluidifient les échanges entre zones rurales et urbaines. L'accès à l'énergie et à l'eau renforce la continuité des services publics, tandis que la finance de proximité soutient des initiatives locales plutôt que des projets centralisés. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la transformation ne remplace pas une dépendance par un vide, mais par une série de mécanismes correctifs qui s'ajustent au fil des bilans. Ce ne sont pas les intentions qui affaiblissent les objections, mais la régularité des usages et la capacité du système à corriger ses propres tensions. Ce point marque un changement décisif dans la dynamique engagée. Ce qui ressemblait jusque-là à une suite de décisions volontaristes commence à fonctionner sans impulsion constante venue du sommet. Les infrastructures ne sont plus seulement mises en service, elles sont reprises, entretenues et ajustées par les acteurs locaux eux-mêmes. Les techniciens formés sur les premiers chantiers étendent les réseaux d'énergie et d'eau crandée chaud en s'appuyant sur des routines désormais maîtrisées, tandis que les équipes administratives apprennent à corriger les blocages au fil des usages. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré évolue subtilement. Il n'agit plus comme l'initiateur d'un mouvement fragile, mais comme l'arbitre d'un système qui a trouvé son propre rythme. Dans les villages électrifiés, les cours du soir réapparaissent sans instruction formelle. Dans les coopératives agricoles, le recours au microcrédit devient un réflexe plutôt qu'une mesure exceptionnelle. Les services publics gagnent en continuité parce que les acteurs de terrain s'approprient les outils LIRAD sans attendre de cadrage extérieur. Ainsi se révèle le cœur du modèle. La souveraineté cesse d'être un objectif politique pour devenir une habitude opérationnelle. Le changement ne se lit plus seulement dans les bilans publics, mais dans la répétition des gestes, la fluidité des interventions et la capacité des structures locales à absorber l'imprévu. À partir de là, la question n'est plus de savoir si la dynamique existe, mais jusqu'où elle peut se maintenir sans se diluer. Les effets visibles de la dynamique ne se limitent plus aux bilans institutionnels. Ils se déploient désormais dans quatre sphères distinctes qui permettent d'évaluer
jusqu'où la cohérence révélée à ce stade peut s'étendre sans perdre en intensité. Cette lecture par usage rend tangible ce que produit une souveraineté construite par enchaînement plutôt que par proclamation, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Dans la sphère des ménages, la transformation commence par une redistribution du temps et de la prévisibilité. Dans les villages électrifiés, les familles disposent de plusieurs heures actives supplémentaires chaque soir. Les enfants étudient sous une lumière stable, améliorant leur régularité scolaire. Les activités artisanales se prolongent, générant des revenus modestes mais continus. La réduction de l'usage de solutions énergétiques coûteuses et instables allège les dépenses et diminue les risques sanitaires. Le gain central n'est pas spectaculaire, il est structurel. La prévisibilité du quotidien rend le lendemain moins fragile et réintroduit une capacité de planification longtemps absente. À l'échelle nationale, les effets se manifestent par une continuité retrouvée des services essentiels. Les axes routiers fluidifiés réduisent les délais critiques pour l'acheminement des biens transformés vers les centres urbains. Les hôpitaux fonctionnent sans interruption nocturne liées à l'énergie, ce qui améliore la qualité et la sécurité des soins. Les écoles adoptent des horaires étendus grâce à l'électricité, renforçant la présence scolaire et la stabilité pédagogique. La finance internalisée soutient ces services en maintenant les capitaux sur le territoire, offrant aux administrations une marge d'action plus autonome. La continuité, rare auparavant, devient un attribut institutionnel mesurable. Dans la sphère productive, la chaîne produire, transformer, financer commence à se stabiliser. Les agriculteurs trouvent des débouchés locaux qui limitent l'effondrement des prix en période de surplus. Les coopératives utilisent le microcrédit pour acquérir du matériel, organiser les flux et sécuriser leur cycle de production. L'accès maîtrisé à l'eau réduit les pertes saisonnières et améliore les rendements vivriers. À ce niveau, la souveraineté cesse d'être abstraite. Elle se traduit par un contrat clair entre effort local, transformation interne et valeur conservée dans le pays. Enfin, à l'échelle régionale, le repositionnement devient perceptible. Les pays voisins observent cette logique intégrée avec une attention croissante. Des échanges horizontaux se développent, réduisant la dépendance à des circuits verticaux classiques. La méthode attire non par son discours, mais par la lisibilité de ses enchaînements. Lumière, eau, transformation, finance. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette cohérence commence à structurer des coopérations fondées sur l'exemple plutôt que sur l'injonction. Ces quatre sphères dessinent une même ligne directrice. Lorsque la valeur produite reste connectée aux usages, elle renforce chaque couche du territoire, de la famille à la région. L'impact n'est ni instantané ni uniforme, mais il est cumulatif. Et c'est cette accumulation d'effets concrets qui permet d'évaluer la portée réelle du basculement engagé. Les mois à venir ne se prêtent pas à une prédiction stricte. Ils exigent plutôt un cadre de lecture permettant d'anticiper comment les infrastructures, la finance et les filières productives pourraient réagir sous différentes pressions. Trois trajectoires se dégagent à partir des données observées et de la cohérence déjà activée par les chantiers en cours. Elles ne décrivent pas l'avenir, elles éclairent ce que chaque configuration rend possible. Dans un scénario de base, la consolidation maîtrisée domine. Les projets existants poursuivent leur montée en charge sans rupture majeure. L'énergie soutient les ateliers ruraux et les écoles à horaires étendus, tandis que la gestion hydrique maintient une marge suffisante pour absorber les variations saisonnières. La finance de proximité continue d'alimenter les coopératives et les petites entreprises, stabilisant les cycles courts. La croissance reste modérée, mais régulière, portée par la production locale et une discipline administrative constante. Cette trajectoire traduit une inertie positive. Le système avance parce que ses maillons demeurent connectés. Dans un scénario optimiste, l'expansion régionale s'accélère. Les coopérations sahéliennes se renforcent et certains voisins testent des dispositifs inspirés de la logique intégrée observée. Les corridors commerciaux s'élargissent, fluidifiant les échanges transformés et réduisant la dépendance à des circuits extérieurs plus coûteux. L'investissement local gagne en intensité, soutenu par une épargne mieux internalisée. Dans ce contexte, les revenus ruraux progressent et la pauvreté recule dans plusieurs zones. La souveraineté prend alors une dimension diplomatique. Elle devient une méthode adaptable, observée et reprise. Un troisième scénario envisage une pression extérieure accrue. Les marchés se resserrent, l'inflation pèse sur les ménages
et les exportations ralentissent. La croissance fléchit et les marges institutionnelles se réduisent. Pourtant, les infrastructures amortissent une part significative du choc. L'énergie et l'eau, déjà stabilisées, limitent les ruptures de continuité. Les services essentiels restent opérationnels et la finance internalisée réduit l'exposition aux fluctuations internationales. Ce scénario n'est pas expansif, mais il n'implique pas un effondrement. La résilience opère. Ces trois lectures invitent à une même prudence analytique. Il ne s'agit pas de choisir un avenir, mais d'identifier ce que chaque configuration permet de maintenir, d'ajuster ou de corriger. La question centrale devient alors celle de la capacité à préserver la cohérence lorsque les conditions se tendent. La transformation engagée ne se mesure pas uniquement à travers des infrastructures ou des indicateurs macroéconomiques. Elle se manifeste aussi dans la manière dont les individus et les groupes sociaux réévaluent leur place au sein du pays. Pour saisir cette profondeur, trois cercles d'expérience permettent de comprendre comment la cohérence observée se diffuse au-delà des chantiers visibles. Au niveau individuel, un changement discret mais déterminant apparaît, le retour d'une efficacité perçue. Enseignants, techniciens, agriculteurs et artisans décrivent un même sentiment. Leurs efforts produisent enfin un résultat tangible. Une classe éclairée fonctionne jusqu'au soir, un atelier maintient son activité, une récolte trouve un débouché local. Ces effets sont qu'ils renforcent l'estime de soi professionnelle et réintroduisent l'idée que le travail quotidien peut s'inscrire dans une trajectoire stable plutôt que se perdre dans un système fragmenté. À l'échelle des communautés, la transformation se traduit par une capacité retrouvée à planifier. Avec une énergie plus fiable, une IA, une eau mieux maîtrisée et un accès au financement, les villages redéfinissent leurs priorités. Les projets collectifs gagnent en continuité, les actions d'entretien deviennent régulières et les initiatives locales s'alignent sur des usages durables. La souveraineté cesse alors d'être un discours national lointain. Elle devient un cadre opérationnel partagé, dans lequel les communautés peuvent agir sans dépendre exclusivement d'une aide extérieure. Le troisième cercle concerne la diaspora. Sans nécessairement revenir s'installer, de nombreux citoyens établis à l'étranger modifient leur posture. Ils soutiennent des coopératives familiales, financent des micro-projets et participent à des initiatives locales avec une confiance renouvelée. Ce mouvement ne relève pas d'un enthousiasme passager. Il reflète la perception d'un pays plus cohérent, capable de maintenir ses acquis. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette résonance élargie contribue à resserrer le lien entre effort individuel et stabilité collective. À travers ces trois cercles, une même logique s'impose. Lorsque les résultats deviennent visibles et reproductibles, la relation entre citoyens et institutions se transforme. Et c'est cette transformation silencieuse qui conditionne la durabilité de toute trajectoire engagée. La cohérence observée jusqu'ici ne peut se maintenir sans une méthode explicite capable d'éviter la dispersion et la surcharge. La feuille de route qui se dessine repose sur une séquence simple, lisible et mesurable, pensée pour transformer des initiatives ponctuelles en fonctionnement durable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette approche privilégie des étapes claires plutôt qu'une accumulation de promesses. La première étape consiste à identifier strictement les besoins vitaux à traiter en priorité. Chaque chantier doit répondre à une fonction précise. Énergie, eau, santé, éducation ou finances, avec un objectif limité et un indicateur observable. La clarté prévaut sur l'ambition excessive. Un système fragile se renforce lorsqu'il concentre ses ressources sur des leviers identifiables. La deuxième étape concerne la formation locale. Techniciens, opérateurs et agents de maintenance sont formés sur place afin de réduire la dépendance extérieure. Un projet est considéré comme stabilisé lorsqu'il peut fonctionner sur la durée sans assistance constante. Cette autonomie technique garantit la continuité même en période de tension régionale. La troisième étape vise à relier les chantiers entre eux. L'énergie soutient la production, l'eau consolide la santé, la finance irrigue les coopératives. Un projet isolé produit peu d'effets. Une chaîne intégrée multiplie les usages. L'indicateur clé devient alors la continuité observée dans les villages et les services publics. La quatrième étape repose sur la mesure et la correction. Les bilans réguliers servent de tableau de bord révélant les blocages et orientant les ajustements. La transparence maintient la confiance et permet des corrections rapides sans rompre la dynamique. Enfin, la cinquième étape consiste à étendre par l'exemple. Le modèle n'est pas imposé, il est montré, testé, adapté. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette méthode transforme la souveraineté en pratique répétée plutôt qu'en objectif abstrait.
préparant le terrain pour une continuité à long terme. Le soir, Mariam quitte l'atelier alors que la lumière Asapri reste allumée. Autour d'elle, les rues du village ne s'éteignent plus brusquement. Les lampes dessinent des silhouettes calmes et le temps semble s'étirer autrement qu'avant. Les enfants lisent encore, les familles discutent, les activités se prolongent sans urgence. Rien n'a changé de façon spectaculaire, mais tout s'est déplacé par touches successives, presque imperceptibles. Ces gestes ordinaires racontent une transformation silencieuse. Une récolte qui trouve un débouché, une classe qui reste ouverte, un atelier qui fonctionne jusqu'au soir deviennent des signes concrets de cohérence retrouvée. Ce ne sont pas des symboles lointains, mais des usages répétés qui s'installent dans la durée. La méthode défendue par Ibrahim Traoré prend ici tout son sens. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à aligner les actions jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Le motif de départ revient alors comme une preuve simple. Lorsque l'effort individuel s'inscrit dans un système qui répond, la dignité se reconstruit sans discours. Et parfois, ce sont précisément ces détails modestes qui déplacent réellement la trajectoire d'un pays. Dans la lumière désormais posée sur les villages, quelque chose de discret mais décisif apparaît. Une société qui apprend à construire sans attendre une validation extérieure permanente. Les routes, les ateliers et les écoles cessent d'être de simples infrastructures. Ils deviennent des espaces d'initiative, d'ajustement et d'amélioration continue. La cohérence n'est plus une idée lointaine. Elle s'incarne dans des pratiques partagées, répétées, corrigées au fil du temps. Ce mouvement ne repose ni sur l'euphorie ni sur la résignation. Il avance par gestes concrets, par choix locaux qui s'emboîtent, et par une confiance nouvelle dans la capacité collective à maintenir les acquis. Là où les promesses s'épuisaient, les usages persistent. Là où l'attente dominait, l'action trouve un cadre. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette trajectoire invite moins à l'adhésion qu'à la réflexion. Elle pose une question ouverte, simple et essentielle. Face à une transformation qui progresse par cohérence plutôt que par discours, quelle place chacun peut-il choisir d'occuper dans ce qui se construit maintenant?